Bonsoir à tous, bienvenue dans Afrofoot sur Global Africa Télé Sud. On est très heureux de savoir que vous êtes avec nous, très nombreux, et on vous en remercie. Aujourd'hui dans Afrofoot, de ce lundi 29 septembre, on va parler foot. 100% foot sur Global Africa Télé Sud avec mon champion qui est toujours présent. Salut Alex. Toujours présent, ça Malik? Bien, la forme? Super, là on va parler buteurs africains dans les 5 grands championnats. Vous allez kiffer. Il y aura quoi, entre autres? Dis-nous, donne-nous envie. Là. Entre autres, il y aura aussi, dans ma chronique d'après, il y aura les échéances à venir pour les clubs français en Ligue des Champions. Ça va arriver dans quelques instants. À côté de toi, on a un autre nouveau qui est tout frais. Salut Désiré. Ça va? Bien, la forme? Oh, la forme et vous? Sois le bienvenu. Merci. Dans Afrofoot. Et j'espère que ce sera ma dernière. Non. T'es tellement un féru de foot et un connaisseur de foot que forcément ça va bien se passer. Salut Léo. Salut Malik, ça va? Bien, la forme aussi? Bon, écoute, comme toujours, toujours positif. Et le site, il va bien? Give me sport. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Tranquille. Très content de te savoir avec nous. Et toi, ça va? également. T'as passé un bon week-end? Bah oui, ça va, très bien. Moi, je suis content. Quand je suis là, je suis bien. Hein? Salut Lucas. Salut Malik, ça va? La forme aussi? Ah, moi, très t'es tout bonne beau forme. là, mon champion. Bah, je me suis fait beau pour toi. Et pour les légendes que je vais présenter aujourd'hui. Et alors, il y aura qui là légende. comme ça? Au Pantera Negra, on l'appelle. Ouais. Sinon, j'ai un super tu préfères qui à vous proposer entre deux joueurs qui ont le même profil. On va voir ce que les chroniqueurs choisissent. Et si tu nous donnais les noms? Ah, tu veux savoir maintenant? Oui, tant qu'à faire. Ah, c'est Saka et Madueke. Saka Madueke, Ouais. les deux évoluent à Arsenal. Les deux Arsenal, les deux Au ont le même poste. Les deux sont gauchers, les deux sont ailiers. Ils ont quasiment le même âge. C'est pour ça qu'on va les comparer aujourd'hui. Waouh, ça c'est une colle. Hein. D'ailleurs, restez en notre compagnie parce que les avis vont diverger forcément. Tout de suite et maintenant, les amis, on va partir pour le Cash Chrono. Cash Chrono, c'est une chronique dans laquelle justement vous avez peu de temps pour nous donner un fait d'actualité et juste derrière, on va réagir. Cash Chrono, c'est parti. Avec toi, Alex. On commence directement. Alors, 2-1, c'est le score du FC Barcelone hier contre la Real Sociedad qui passe leader. Et le deuxième but a été marqué par, messieurs, dames, Robert Lewandowski, Malik. Ah. Robert Lewandowski, 700e but en carrière. Et il y a 1 ou 2 semaines, on parlait justement du débat Lewandowski-Kane. Moi, j'avais défendu à juste titre Robert Lewandowski. Et il ne faut surtout pas qu'on minimise justement cette légende polonaise qui a déjà marqué 700 buts. Il ne faut pas oublier que 700 buts en carrière, c'est énorme. Il y a juste Messi et Ronaldo qui ont bousillé le football. Et c'est pour ça qu'on banalise ce genre de statistiques. Mais 700 buts, c'est absolument énorme. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection polonaise, bien évidemment, avec 86 buts. C'est 344 buts au Bayern, 103 buts à Dortmund et 105 buts au FC Barcelone. Donc Robert Lewandowski, grand monsieur, une grande palette technique. Et devant le but, ça bégaye pas, Robert Lewandowski, ça bégaye pas. On n'aurait pas dit ça, Désiré. Hein. Je voulais ajouter un truc en plus pour Lewandowski. Ouais. Il a marqué 41 buts sur une saison de Bundesliga. Il a battu le record de Gerd Müller. C'était jamais fait avant. Waouh. Donc vraiment, Lewandowski, super légende. Et sachant qu'il devait avoir au moins un ballon d'or. Ouais, c'est vrai. Le 2020 qui lui a été volé. Exactement. On l'a évoqué, hein. Et d'ailleurs, tu me tends la perche, hein, histoire de vous dire, chers téléspectateurs, que le débat de ce jour, de ce soir, va concerner justement le Ballon d'Or. On va se poser la question de savoir si tout simplement le Ballon d'Or, il ne doit pas tout simplement disparaître. Oui. Je pèse mes mots, disparaître. Et d'ailleurs, on vous invite à participer à ce débat à travers le numéro WhatsApp qui va s'afficher, hein, grâce à notre ami Romain qui va s'afficher, soit tout de suite, soit dans quelques minutes, mais en tout cas, il va s'afficher. Restez toujours en notre compagnie. Lucas, sur Lewandowski. Bon, légende, on en a parlé pour ça aussi. Hein. On sait que 700 buts en carrière, c'est énorme. On a parlé de ses exploits. Il a eu des très grands moments aussi. Certains le voyaient décliner au Barça en raison de son âge avancé. Et on voit qu'en fait, il continue à marquer toujours autant. Il est très régulier. 38 ans. 38 ans, ouais, il est proche des 40. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Alexandre, on banalise beaucoup ce qui a été fait par Lewandowski parce que Ronaldo et Peut-être Messi, il a une personnalité ça, c'est assez discrète aussi. Oui, il Ouais, est simple. ouais, c'est Il est simple. moins bling-bling. Très simple. Oui, c'est peut-être aussi... mais il a un côté un peu Ronaldo aussi, il pèse tout ce qu'il mange, il est très minutieux sur tout ce qu'il fait. Et en fait, c'est un vrai champion et à ce niveau-là, il n'y a pas de hasard. Forcément, Léo, tu as envie d'en dire un mot? Bah, ça a déjà été dit par mes collègues. Oui, Lewandowski, c'est un joueur légendaire. Et puis le statut de légende, il ne s'acquiert pas uniquement sur le terrain. Quand on se souvient du contexte dans lequel il est arrivé à Barcelone, ça participe forcément à l'écriture de celle-ci. En 2022, quand le club est au fond du trou financièrement, peut l'imaginer venir en Catalogne. C'est un joueur, on a des images de lui, que ce soit à Dortmund, au Bayern, au Barça. Joueur exceptionnel, complet, buteur, tout ce que vous voulez. Tu gardes la parole, mon champion, parce qu'on va partir justement pour ton cash chrono avec l'Olympique lyonnais. Et bah, Tu as envie de nous dire quoi? L'Olympique lyonnais qui évolue dans cette Ligue 1
qu'on a vu en difficulté cet été, en difficulté financière. Et là, on a l'impression qu'il y a comme ça une lumière comme ça qui a jailli. Eh ben, écoute, on vient de parler d'un grand attaquant. Moi, je voudrais parler de ce qui n'est pas encore une grande défense et peut-être ne le sera jamais, mais je voudrais juste saluer l'Olympique lyonnais et sa défense, donc notamment Moussa Niakhaté, le défenseur international sénégalais. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui, après 7 matchs, toutes compétitions confondues, donc Ligue 1 et Ligue Europa, n'a toujours pas encaissé le moindre but à 11 contre 11. Les 3 buts La précision est utile, hein, à 11 contre 11. À 11 contre 11, parce que les 3 buts qu'ils ont encaissés, c'est contre Rennes. Ce week-end encore, face à Lille, on a pu voir que c'était une équipe qui était très soudée. Pas d'ailleurs seulement la ligne arrière, mais vraiment le groupe complet. Puis, au vu de là d'où ils reviennent, il y a 3 mois, on les envoyait en Ligue 2. La Ligue 2 qui signifiait certainement le dépôt de bilan. Les voir aujourd'hui occuper le trône de leader de Ligue 1 avec le PSG, avec la simple différence de but, c'est un exploit, on peut le dire, tout en ayant affronté Lille, Lens, Marseille déjà, dont 2 grosses rencontres à l'extérieur. Donc voilà, je voulais saluer cette défense lyonnaise aujourd'hui. Désiré, tu crois que ça va durer ça? Pour moi, c'est un petit peu trop tôt pour s'avancer. Parce que c'est le début de saison et à partir... On est déjà à 6 journées, hein, c'est bien Oui, ça? on est déjà à 6 journées, mais il y a aussi la Ligue Europa à prendre en compte. Donc la gestion des effectifs, ça va être plus compliqué, la fatigue. Donc pour moi, c'est trop tôt pour s'avancer. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un début encourageant et ils reviennent de loin, comme il l'a dit. Lucas? Moi, je suis d'accord avec Léo sur ce qu'il a dit. S'il y a un joueur à faire ressortir, pour moi, c'est Moussa Niakhaté, qui a été en difficulté l'an dernier. Et franchement, les matchs qu'il fait depuis le début En début de saison, mais après, il s'est rattrapé quand même. Non, mais hier, ce qu'il a fait encore, le nombre de trajectoires qu'il a coupées, des ballons chauds et en fait des situations qui sont coupées avant qu'elles deviennent très dangereuses, il a excellé là-dessus. Et le gardien, Dominique Griff, ça a l'air d'être très très solide aussi. Il fait un très très gros match ce week-end contre Lille. Donc à voir, mais je pense que là où ils auront des problèmes, Lyon, c'est offensivement. Parce que ça ne va pas tenir comme ça toute la saison. Il n'y a pas de solution en neuf avec un vrai joueur du calibre de ce club, mais défensivement, je pense que ça va tenir la route. T'as pas vu comment Léo te regardait hein, quand t'es dithyrambique comme ça par rapport à Lyon, il est tout joyeux, il est tout content. C'est pas Satriano qui va aller tenir toute la saison, je suis désolé. C'était face à Giroud hier qu'il a fait un match exceptionnel, Niakhaté. Et Giroud, on le sait, on le connaît dans le duel, dans le jeu aérien. C'est une référence mondiale aujourd'hui. Mais Mata Tagliafico, très très solide aussi. Alex, rapidement, tu veux réagir? Ouais, je ne vais pas répéter ce qui a été Olympique dit. Lyonnais. On les attendait pas à ce niveau-là, Lyon. Ils font un très très bon début de saison. Moi, j'aimerais voir s'ils vont pouvoir recruter en hiver et justement s'ils vont pouvoir combler ce manque au poste de numéro 9 parce que je pense que ça va être assez important. À suivre donc. Toujours dans le cash chrono. Cette fois-ci, on va partir avec toi, Désiré. Tu vas évoquer Chancel Mbemba. Oui, je vais faire un clin d'œil aux Congolais parce que Chancel Mbemba, c'est un joueur déjà que j'affectionne. Au niveau humain, il est vraiment incroyable. Et la saison dernière, il a été mis à la cave, il faut le rappeler, par l'Olympique de Marseille. Et injuste pour moi parce que c'est un défenseur qui, sur le terrain, se mouille, il est valeureux, il se donne et il est performant. Et je pense que l'Olympique de Marseille, aux côtés de Balerdi, aurait bien eu une bonne idée de l'insérer dans l'équipe. Maintenant, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il ait pu rebondir dans un très bon club comme Lille, qui est compétitif, qui joue l'Europe. Et il a fait 90 minutes intéressantes contre Brann, club norvégien en Ligue Europa. Et il était titulaire. Et je pense que Lille va devoir beaucoup s'appuyer sur lui. Et qui sera même peut-être... Il va bouleverser peut-être même la hiérarchie au niveau des défenseurs. Parce que je trouvais son association intéressante avec Nathan Ngoy. Encore un clin d'œil aux Congolais. Parce que là, ça faisait une charnière centrale 100% congolaise. Mais il y a Mandy, le Marocain, qui est bien Qui va mal aussi. Oui, aussi, mais bon. Peut-être que les deux aussi joueront bien ensemble. Mais il y a la Coupe d'Europe, donc Il y a je pense que Alexandro aussi. chacun aura son temps. Très technique. Mais qui se blesse aussi pas mal beaucoup, Alexandro, le Brésilien. C'est vrai. Est-ce qu'à titre personnel, comme ça, humainement parlant, je pense qu'on est tous contents quand Ah, même moi, pour j'adore. Chancel Mbemba. J'adore il le Chancel mérite. et je suis 100%. Et j'ai l'impression qu'il bonifie son partenaire, c'est un leader. son partenaire de défense. C'est qu'il a été, selon moi, vraiment injustement mis à la cave à Marseille. Et parce On n'est pas dans les dossiers, on ne sait pas tout. C'est vrai, mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, il est, selon moi, injustement à la cave. Et en plus, il faisait des bonnes performances. C'était un bon défenseur. Même en sélection, il a toujours été performant et c'est un vrai leader. Il a fait une très bonne canne. Ils sont arrivés en demi. C'est le capitaine. Donc, franchement, rien à dire sur lui. Et je suis vraiment ultra heureux que ça puisse repartir pour lui. Et d'ailleurs, son avocat est en train de... Il y a une affaire, en fait, par rapport... C'est le harcèlement. Il a porté plainte. Il portait plainte et il a pas Contre voulu l'Olympique revenir de là-dessus en Marseille. conférence de presse parce qu'un journaliste lui avait posé la question, il a dit ça c'est mon avocat qui gère ce dossier, moi je me concentre sur le sportif. Donc vous voyez, c'est quelqu'un de vraiment hyper cadré dans sa vie. Donc côté justice, c'est une affaire à suivre. C'est ça, et comme il le dit si bien, on va terminer là-dessus, justice de Dieu, il y en a. C'est la justice de Dieu. Donc big up à Chancel Mbemba. Justement, on va rester d'une certaine façon à Lille. Hein.
Oui. Chancel Mbemba, Lille, avec son président justement, C'est ça, Olivier Létang, c'est ton cash chrono. C'est ça, pour les justices, injustice, Olivier Létang juge qu'il y a eu une injustice sur l'arbitrage lors de la rencontre entre l'Olympique lyonnais. Je vais le citer. On a un vrai problème avec l'arbitrage en France. Les gens de la fédération n'ont pas les compétences pour piloter ce dont on a besoin. Et tous les week-ends, sur quasiment tous les matchs, il y a des problèmes. Alors, sur le fond, il n'a pas forcément tort. Moi, le problème que j'ai, c'est que sur ce match-là, en fait, il n'y avait pas eu spécialement de problème d'arbitrage et que ça devient une habitude pour tous les dirigeants, dès qu'ils perdent un match, d'aller critiquer les arbitres. Peut-être qu'ils ont peur de s'en prendre à leurs joueurs, peut-être qu'ils sont juste un peu mauvais perdants, qui manquent de fair play, mais ça commence à être pesant de voir des présidents, des entraîneurs remettre chaque semaine en cause l'arbitrage. Et pour le coup, sur le cas présent, même quand il n'y a pas de gros problèmes. Donc en fait, on se demande ce qu'ils cherchent, à part rendre peut-être le fait d'arbitrer absolument impossible en leur mettant une pression qui est démesurée. Mais là, vraiment, je ne comprends pas et je trouve ça archi maladroit de la part de l'État qui devrait mieux s'occuper de son club plutôt que des arbitres. Mais quand on parle d'arbitre ici, parmi nous, il y en a un qui a été arbitre, c'est toi, Oui. Alexandre. Qu'est-ce que tu peux en dire? Pendant 4 ans et demi, j'ai été arbitre, en effet. Mais À quel niveau, là? Nos téléspectateurs, ça les intéresse. niveau départemental, régional, C'est déjà bien. c'est déjà très bien. Et puis, franchement, c'est une très bonne Bah, expérience. Je arrête, peux conseiller. arrête de te lancer des fleurs, là. Dis, Non. c'est très bien. Mais c'est très Non, bien, non, il a mais raison, c'est- il a raison. mais c'est bien, Si je peux bien. envoyer un petit message aux jeunes qui nous écoutent, Ouais. faites la formation parce que c'est vraiment bien de voir ce côté-là du foot et c'est important. Et sinon, très rapidement, dans le fond, il n'a pas totalement tort parce que on parle beaucoup, notamment dans Ligue 1+, qu'il fallait mettre des caméras dans les vestiaires, etc., qu'il fallait que les clubs ils s'investissent, etc. Mais à un moment donné, il faut que les clubs s'investissent, oui, les joueurs, oui, les entraîneurs, oui, mais il faut aussi que du côté de l'arbitrage, ça aille avec le spectacle. Parce que finalement, la Ligue 1, ça a très bien débuté, mais il y a trop de cartons rouges. J'en avais parlé dans mon cash chrono il y a 1 ou 2 semaines. Il y a trop de cartons rouges inutiles. Les lois du jeu, elles sont là pour être, elles sont faites pour être interprétées. Et donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une remise en question de la part des arbitres aussi, du corps arbitral, parce que ça peut pas. Pour toi, l'approche psychologique de l'arbitrage Elle est français fait défaut? Mais elle est mauvaise. On ne peut pas se retrouver à chaque fois avec des expulsions, des polémiques, des incompréhensions aussi, une utilisation moyenne de la VAR. On ne sait pas trop comment ça Mais se hier, il y passe. avait Là, la polémique, elle a été carton créée rouge par lui, pour. C'était qui? Granit? Genesio. Non, Grady. Grady, pardon. Mais ça, Il y avait pour carton moi, rouge pour Grady ou pas? Pour moi, Le joueur je lensois. suis pas sûr. C'est pas systématique. Surtout pour à la moi. première minute. Parce qu'il part au but, Seko Fofana, mais qui dit que le défenseur ne va pas le rattraper? Personne. Non, parce qu'il arrive C'est de pas la règle, côté c'est et pas pas la derrière, et c'est pas la Mais règle. pour moi, oui, mais justement, c'est ce que je te dis. C'est pas la règle, mais peu importe. Donc là, c'est une question C'est d'interprétation. une question C'est d'interprétation. toujours trop sévère en France. C'est pas C'est carton une rouge question d'interprétation. systématique. Et il y a aussi, il faut comprendre, il faut que les gens y comprennent, c'est que l'arbitrage, c'est, comme je viens de le dire, l'interprétation humaine, l'interprétation du contexte du match, du contexte global. Tu peux pas arriver à la première minute de jeu, un face-à-face qui est à 50 mètres, donc tu ne sais même pas si Seko Fofana il va arriver devant le gardien parce que ça se trouve il va se faire rattraper. Tu ne le sais pas, tu peux pas sortir un carton rouge comme ça. C'est, pour moi, personnellement en tout cas, pour moi c'est contre-productif. Et c'est pour ça qu'il faut que toutes les instances, tous les dirigeants, ils se posent autour d'une table et ils soient tous d'accord sur la manière. Mais c'est ce que l'État en demande, hein. Lucas, toi qui n'es pas d'accord. C'est ce qu'il demande, mais en fait, le problème de l'État, c'est qu'il part d'un match où il n'y a pas eu d'erreur manifeste. Donc en fait, pourquoi toujours Enfin. critiquer les arbitres, même quand ils n'ont rien fait en fait? Moi, je suis d'accord avec Alexandre, j'ai dit sur le fond, l'État n'a pas tort, mais cette prise de parole à ce moment-là, elle n'a pas lieu Oui, d'être. parce qu'en soi, les arbitres, n'a eux, pas ils lieu respectent d'être. juste les règles. On aura le temps. Exactement. On Il aura faudrait qu'il le fasse autrement. On aura certainement le temps de revenir sur l'arbitrage. Hein. Je pense que c'est pas la dernière action, en tout cas le dernier coup de gueule au niveau des instances. Les amis, on va partir cette fois-ci avec encore toi, Alex, hein, pour le foot panorama. C'est les résultats, les actus de toutes les infos foot panorama. Avec toi, mon cher Alex. Bah, je vais commencer ma ligue en disant pour tous ceux et celles qui voulaient aller réserver ce week-end les places sur le site de la CAF. Pour l'instant, ça a été reporté. La Confédération africaine de La football. Confédération africaine de football a reporté l'ouverture de la billetterie en ligne pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour, je cite, garantir une meilleure expérience pour les supporters. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont nous préparer. J'ai hâte de voir. J'espère juste que les prix seront assez attractifs et que tout le monde pourra y aller. Tous les pays pourront y aller. Sinon, en Afrique, on reste en Afrique. L'ASEC Mimosa a perdu au tir au but
contre les Power Dynamos et ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions africaine. La SEC Mimosa, c'est un club à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc ils se sont fait éliminer au premier tour de qualification et ils ne disputeront pas la prochaine Ligue des Champions africaine. Donc ce week-end, deuxième et dernier tour de qualification pour la Ligue des Champions africaine. Et cette fois-ci, les deux anciens finalistes rentrent en lice. Al-Ali contre Aigle Noir et Mamelodi Sundowns contre Remo Stars. On voyage, on va en Europe, on va en Allemagne et Tapsoba, le défenseur burkinabé, a été buteur avec le Bayer Leverkusen qui gagne 2-1 contre St. Pauli. Le Bayern gagne aisément 4-0 contre le Werder Bremen et Dortmund 2-0 contre Mayence, ça c'est pour les gros résultats. En Espagne, le Nigérian Akor Adams donne la victoire à Séville sur le terrain de Vallecano. Je vous invite à vous renseigner sur Akor Adams, c'est vraiment un bon joueur et à voir si il va être appelé du côté du Nigeria. Le Barça l'emporte 2-1 sur sa pelouse contre la Real Sociedad, comme j'ai dit tout à l'heure. Le gros match du week-end, c'était le derby entre l'Atlético et le Real, remporté largement, très largement par l'Atlético Madrid, 5-2, je disais tout à l'heure, avec un but en toute fin de match de Antoine Griezmann. Ça faisait 22 matchs, Malik, qu'il n'avait pas marqué en Liga. Et l'Atlético Madrid, ça faisait, est-ce que vous savez, ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas collé 5 buts au Real? Ça fait une cinquantaine d'années, non? 70 ans 75 ans. 75 ans. 75 ans, c'était en 1950, donc c'est un résultat historique. En Italie, Kamaldine Sulemana, le Ghanéen, marque contre la Juventus avec l'Atalanta. Score final 1-1. Gros match entre Milan et Naples qui s'est terminé en victoire difficile de Milan 2-1, réduit à 10 contre 11. C'était le gros match du week-end en Italie. Bon match du Rabiot. Oui, bon match de Rabiot, bon match Bon de début de saison de Rabiot au Milan. Et Et de, Pulisic aussi, très et bon De match. Bruyne aussi, encore frustré parce qu'il est sorti. Il est sorti un petit peu prématurément. Exactement. Ouais, c'est Conte n'a pas apprécié qu'il lui serre pas la main. Exactement, il a dit j'espère qu'il a la frustration par rapport au résultat, parce que si c'est par rapport à sa sortie, Il est me tombé sur la connaît mal. mauvaise personne. Voilà, il a il me dit. connaît mal. Voilà, c'est ça. Et, Ça commence bien. Ouais. Je tiens encore à dire que Zambo Anguissa est vraiment installé au milieu de terrain. C'est un plaisir de le voir. Il est vraiment bon. Il Il est rayonne, vraiment, Ouais, c'est vraiment un taulier très, très bon. maintenant. Un vrai taulier. D'ailleurs, on va faire un tu préfères Zambo Anguissa, Tchouaméni. Bon, ça va être. Oh, Hein c'est pas mal ça. Zambo Anguissa, Tchouaméni. C'est ça. Garde le Ouais. suspense. Ouais. Garde le suspense, Lucas. Tu sais ce qu'il Ça reste pourra à le faire, ça. Hein. On passe en Angleterre, défaite de Liverpool, défaite de Chelsea, défaite d'United, match nul de Tottenham. Il n'y a que City et Arsenal qui ont fait le job. Arsenal qui arrache la victoire en toute fin de match contre Newcastle. En France, tu l'as dit, Léo, Lyon signe un succès important contre Lille 1-0. Le PSG facile contre Auxerre 2-0. Marseille gagne 2-1 contre Strasbourg avec notamment un but une fois de plus de Pierre-Emerick Aubameyang pour les Marseillais et Abdoul Ouattara pour les Strasbourgeois. Monaco qui perd 3-1 contre Lorient et Mohamed Bamba, buteur pour les Merlus. Jean-Philippe Crasso, on en parlait rapidement tout à l'heure, qui a marqué... On en parlait en off. En off, oui, bien sûr, c'était en off qu'on en parlait, qui a marqué avec le Paris FC et qui répond à Sofiane Diop, qui a marqué lui pour l'OGC Nice. C'était un match un peu triste, mais au moins deux internationaux africains ont marqué. Et puisqu'on est en France, on termine. Et j'ai une petite question pour vous, un petit quiz. Quelle nationalité, selon vous, est la plus représentée en Ligue 1 ? Nationalité Non, pour africaine l'instant, ou... là c'est en tout. Tout confondu. Tout confondu. C'est laquelle la nationalité? Alors, on va pas y passer 2 heures à donner. Vas-y, Il y a Léo. beaucoup de Ah Sénégalais. bah allez, Léo, dis. Ok, Allez, Sénégal. Léo. Sénégal. Allez, je Toi, dis tu dis Marocain. Sénégal. Maroc. Toi, Malik, c'est ta petite idée. Moi, je dis Côte d'Ivoire. Ok. Moi, je vais aller en Amérique du Sud, Brésil. Non, c'est le Sénégal. Sénégal. 27 joueurs sénégalais, 19 ivoiriens, 16 marocains, 14 maliens. Sinon, le reste, c'est 13 belges, 12 anglais et 12 portugais. Tu parlais hors français, je suppose. Bah Oui, oui, évidemment. Je ne naturellement. l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, mais ça coule de source, Lucas. C'est vicieux. Mais lui, hein. c'est vicieux, c'est un C'est vicieux. vicieux, c'est vicieux. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, C'est ce que tout. j'avais à dire. Merci. Réaction rapide pour le journal de. On peut préciser qu'il y a beaucoup de Sénégalais, notamment parce qu'il y a un partenariat qui est en danger actuellement avec le FC Metz. Rapidement, tu peux faire une parenthèse là-dessus si tu connais le dossier. Je ne connais pas assez le dossier pour m'exprimer de manière assez intéressante, mais par exemple, on parlait de Moussa Niakate qui est passé par Metz, Ouais. qui est issu de ce partenariat notamment. Il y a beaucoup de joueurs, certains qui évoluent aujourd'hui dans les plus grands clubs en Europe. Et quand tu regardes l'effectif du FC Metz, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de joueurs sénégalais. Donc voilà, c'est intéressant à noter. Merci, mon cher Moi, Léo. j'aimerais juste revenir Oui, sur Désiré. la défaite de Liverpool, parce qu'on parle de la défaite de Liverpool, mais aussi c'est la victoire de Crystal Palace, qui est invaincu depuis 22 Excellent matchs. début de saison. Ils sont deuxième, Voilà. je crois, ou troisième. C'est troisième, ils sont Toi, troisième. t'es un supporter de Sarr, toi. Hein. Troisième, et... C'est pour rebondir, Mateta. c'est pour ponctuer sur Sarr, ça. Non, Tu vois, pas du mais- tout, pas du tout. Mais c'est Et juste- ils vont se- pas bon, c'est- oui, voilà. Ils vont se réaffronter en Carabao. Nketiah qui justement a marqué le but victorieux Il est pour, dans la pour forme de Crystal sa vie. Palace. Ouais. Voilà.
Il est Pas dans mal le top 10. internationaux africains. Voilà, Crystal qui était Palace. à Arsenal avant. Pas mal, pas mal, pas mal. Justement, et tous ces joueurs, justement, rêvent d'une chose, en définitive, c'est du ballon d'or, justement. Et on va en parler dans le foot à plat. Alors, le foot à plat, comme vous le savez, les amis, lundi dernier a eu lieu la remise du trophée du Ballon d'Or à Ousmane Dembélé. Mais à chaque fois qu'il y a un Ballon d'Or, il y a des mécontents. Autant Ousmane Dembélé, Enco, forcément, c'est la joie, mais il y a toujours des mécontents. Lamine Yamal, Rafinha, Hakimi, je vais m'arrêter là. Mais finalement, nous-mêmes, en discutant, on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord. Alors l'idée de poser le débat est arrivée. Est-ce que finalement, étant donné qu'on est dans un sport collectif, est-ce qu'en définitive, ce Ballon d'Or, il ne gagnerait pas tout simplement à disparaître, de sorte à ce que le football soit beaucoup plus sain, tout simplement? C'est la question que je pose, les amis. Est-ce que le Ballon d'Or, finalement, ne doit pas disparaître? Lucas? Si, il doit disparaître. Ah bon? Moi, je suis totalement pour la disparition du Ballon d'Or. Ouais. Je trouve que c'est absolument incongru déjà, de manière générale, les récompenses individuelles dans les sports collectifs. Ça pousse les joueurs à être plus individualistes et on voit qu'en fait ça pourrit aussi un petit peu le climat. On voit dès maintenant, janvier, février, ils perdent de l'avance dans le Ballon d'Or, etc. Et en fait on perd beaucoup la dimension collective du sport au profit de l'individuel et ça peut pousser aussi les joueurs inconsciemment à faire certains choix, certains mauvais choix pour gonfler leurs statistiques, pour mieux se faire voir, alors qu'en fait on a besoin de cohésion, on a besoin de collectif, on a besoin d'esprit d'équipe et c'est des choses qui ne peuvent pas se retransmettre sur un classement et qu'on ne retrouve pas dans les critères forcément du Ballon d'Or. Donc déjà, je trouve il est mal fait. De deux, il est néfaste. On voit que depuis 2 ans, comme le Real ne gagne pas, ils font la tête. Ça crée des espèces de débats à n'en plus finir sur est-ce qu'ils ne devraient pas choisir tel joueur plutôt que tel joueur quand il y a plusieurs grands joueurs de la même équipe qui sont nominés. On parle de faire campagne pour un joueur plutôt qu'un autre, etc. Donc ça divise les journalistes, ça divise les vestiaires, ça a peu d'importance. Et aujourd'hui, fondamentalement. Et aujourd'hui, on parle beaucoup trop de ça. Et donc moi, je serais pour la suppression. Tu as dit mal fait. Tu as dit mal fait. C'est mal fait. C'est-à-dire C'est mal fait. En quoi c'est mal fait? Parce qu'il peut y avoir par exemple, déjà, le fait qu'il n'y ait que 100 pays qui votent, je ne comprends pas. C'est les 100 premiers au classement FIFA. Et pourquoi? Non, mais Et c'est justifié comme pourquoi ça. Mais en quoi la justification elle a du sens? Je veux dire, tu peux être journaliste du 105e pays classé d'accord avec toi. et être beaucoup plus compétent que certains qui ont voté Et on parce l'a qu'on a vu. vu encore une fois On voit des les votes, hein. classements assez folkloriques. Donc voilà, et même par rapport à ça, on voit que les journalistes. On te dira que c'est des critères, tout ça. Bah oui, mais les journalistes, ils votent pas selon les critères. Ils votent, Vote en- selon leur sensibilité. leur sensibilité, merci. On a parlé du racisme aussi la semaine dernière avec le vote contre les Africains parfois. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui font que pour moi, ça a peu de sens et ça détruit le football. Ça participe à quelque chose de la fascination pour certaines personnes. Pour toi, plutôt c'est que pour malsain, limite. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Carrément. Non, moi, j'aime pas le Ballon d'Or du tout. Désiré? Pour moi, il y a plusieurs points déjà. Il faut en fait apporter des petites retouches au Ballon d'Or pour que ça convienne, on va dire, à tout le monde. C'est-à-dire que comme c'est un sport collectif, le football, effectivement, il faut mettre l'excellence individuelle au service du collectif. Et comment on fait? Tout d'abord, on fait un Ballon d'Or par poste. Parce qu'on sait très bien que, on peut parler par exemple d'Hakimi, il ne peut pas faire mieux que ce qu'il a fait la saison dernière. Un défenseur ne pourra jamais faire, Marc Antka, avoir des plus grandes stats, par exemple, qu'un buteur. Donc pour moi, il faudrait faire un Ballon d'Or pour l'attaque, la défense, le milieu. Et tout le monde y trouvait son compte, parce que même il y a un trophée pour le gardien là. Et aussi, moi, ce que j'aimerais faire, c'est élargir le collège des votants. Parce que pourquoi que des journalistes pour voter? Ah, mais tu veux mettre qui d'autre? Comme avant, justement. Impossible. Moi, comme avant, il faudrait mettre des Impossible. sélectionneurs et les capitaines Impossible de parce que sélection aussi. les capitaines Voilà. de sélection, la plupart, pour ils leurs votent collègues. pour leurs potes. Ils votent pour leurs potes, les sélectionneurs, ils vont voter. Didier leur Deschamps, il joueur. aurait voté pour Dembélé ou même il aurait voté pour Mbappé, même Deschamps. Mais ils votent tous pour leurs potes. Oui, et du coup, pareil, quand tu dis que les journalistes, justement, Mais votent moi, aussi moi pour leur j'aime bien sensibilité. le simple fait que vous ne soyez pas d'accord, ça prouve déjà que ce que dit Lucas est totalement justifié, d'une certaine façon. Ah, c'est pour ça que je suis d'accord avec Parce toi. Et même, il n'y a pas de critères objectifs. Il y a Et pas même de pour les critères, en fait, défenseurs, qui tu vois, tiennent la route, Tu en peux penser à vérité. un 11 type Oui, peut-être mais de dans l'année. ce cas-là, pourquoi mais alors- les journalistes pourraient, eux, voter selon leur sensibilité? Parce qu'ils non, sont ils sont pas censés le faire. et Ils sont pourquoi censés pas être neutres. Pas Parce qu'ils tous, pas tous sont- ensemble, pas tous ensemble. Et pourquoi, du coup, les capitaines de sélection, les sélectionneurs aussi, pourraient pas le faire aussi? Parce qu'ils sont censés être Ils n'ont neutres, pas les de devoir de journalistes. Ils ont un neutralité, devoir les d'objectivité. joueurs. Oui, mais normalement, ils sont censés être C'est leur professionnels. travail. c'est-à-dire, Voilà, donc C'est on est censé normalement leur Mais- dire de respecter la règle, voilà, de Je neutralité. pense pas que ce soit possible. Lucas, Et- pour Lucas, le Ballon d'Or, il doit disparaître. Pour toi, Désiré, le Ballon d'Or doit être reformé. Voilà. Et moi, j'aimerais bien un Ballon d'Or, par exemple, de l'invisible.
pour des postes, par exemple, qui ne sont pas mis en lumière comme les 6. Pour les 6, par exemple, par N'Golo Kanté, par exemple, les travailleurs de l'ombre. Moi, je serais pour un ballon d'or de l'invisible, justement, pour mettre en lumière. Mais est-ce que ça ne va pas perdre un peu le côté bling-bling? Parce qu'on ne va pas se le cacher, les amis. Lundi dernier, il y avait Marseille, Paris Saint-Germain. Moi, franchement, je ne me suis pas attardé à regarder le Ballon d'Or. Je savais que la remise du Ballon d'Or allait intervenir autour de 23h. Donc, j'ai pris le temps de finir OM PSG. Après, j'ai basculé dans la remise du trophée du Ballon d'Or. Je ne crois pas avoir loupé grand-chose, si ce n'est justement les strass et les paillettes que j'ai pu louper. Mais comme ça ne m'intéressait pas spécialement, donc j'ai préféré regarder du foot. J'ai préféré regarder Marseille face au Paris Saint-Germain. Oui, peut-être que toi, justement, ça ne t'intéresse pas, mais le folklore de la cérémonie, ça peut-être t'intéresse. Oui, mais est-ce que le football a besoin de ça? Bah, aujourd'hui, on est en 2025. Non, donc, mais au contraire, pour moi... Donc plus on avance en année, plus on est obligé de rester dans les strass et les paillettes. Cet argument de ça s'inscrit dans l'air, moi, il m'énerve un peu parce que... Non, mais parce que maintenant, justement, le Ballon d'Or, c'est FIFA. C'est FIFA, c'est IFC. C'est les highlights sur Instagram. C'est les highlights sur Instagram, c'est les plus jeunes. Et au lieu de regarder le match, ils vont regarder le Ballon d'Or. Au contraire, pour moi, je trouve que, en plus, nous, on est, entre guillemets, on va dire, des observateurs pointus du football. On a un devoir de, on va dire, entre guillemets, éduquer les plus jeunes. Et au contraire, il faut leur faire comprendre que un Marseille-PSG et un Ballon d'Or la même soirée, il faut regarder Marseille-PSG. Absolument. Tu ne dois pas regarder le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, comme tu l'as dit, c'est bling-bling. Maintenant, tu as des célébrités qui sont là à chaque fois, on ne comprend pas. Tu as des influenceurs et influenceuses qui sont invités, on ne sait même pas pourquoi. DJ Snake, il est là, il est à côté de Nasser tout le temps, on ne sait pas ce qu'il fait là, avec tout le respect. C'est devenu bling-bling, en fait, le Ballon d'Or. Ça met 3 heures pour décerner, au final, 2 prix qu'on attend tous. C'est la meilleure joueuse et le meilleur joueur. C'est devenu bling-bling. Et le seul point où je suis un peu en désaccord sur Lucas, sinon je bois tes paroles, Lucas, le seul point où je suis un peu en désaccord, c'est au sujet de toute récompense individuelle dans le foot. Je pense que, par exemple, les trophées d'homme du match, les trophées de meilleur joueur du mois, etc., ça, on peut les maintenir parce que je pense que c'est quand même bien de récompenser un individu qui a surperformé l'espace d'un temps. Mais par contre, pour le Ballon d'Or, en fait, il y a tellement de critères qui viennent à droite à gauche, c'est tellement subjectif que, en fait, au final, s'il disparaît de l'année prochaine, grand bien face au foot. Et au final, s'arrêter sur Ousmane Dembélé, moi personnellement, je le trouve très méritant Ousmane Dembélé, il n'y a aucun problème, j'adore le joueur. Mais le voir à côté de légende, moi, ça m'a un peu fait du mal. Et pour moi, si le Ballon d'Or, il s'arrête... Il est la légende de son époque. C'est ça, sachant en plus de ça, mais t'as plein de gens qui l'ont pas eu, Cafou l'a pas eu, Maldini l'a pas eu. Mais il est la légende de son époque. La légende s'est créée aussi sur la durée. Sachant que lui-même, Ousmane Dembélé. En plus, excuse-moi, Alex, avant que je n'oublie, tu l'as dit toi-même, l'individualité qui apporte au collectif. Et je pense que s'il y a bien un joueur qui répond justement à cette définition, c'est bien Ousmane Dembélé. Il a dit lui-même, il a dit ce Ballon d'Or, c'est pour le collectif. Si même le lauréat du Ballon d'Or, qui je pense est bien sûr très heureux d'avoir le Ballon d'Or, dit que ce Ballon d'Or-là, c'est pour le collectif, bah, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire qu'il faut récompenser l'équipe de l'année, il faut récompenser un collectif. Et je terminerai là-dessus pour dire que le Ballon d'Or, ça crée de la discorde partout. Et ça crée de la discorde même au sein du même club. C'est-à-dire que Hakimi, on l'a vu très heureux, mais je pense qu'au fond de lui, il était un petit peu, on va dire, dégoûté, en plus d'avoir terminé sixième. C'est un peu normal, il est humain. Il a beau aimer Ousmane Dembélé, mais au final, il se préfère. Nasser Al-Khelaifi, il a dû faire un choix. Ils l'ont assumé, hein, le choix. Hein. C'est comme Florentino Pérez l'année dernière, ils ont fait un choix sur Vinicius. C'est comme le Barça cette année-là, ils ont fait un choix sur Yamal. Et ça devient malsain, ça devient de la propagande sur un joueur parce que c'est la vente de maillots, parce que c'est sur les réseaux sociaux qui va nous faire le plus de clics, qui a le plus de chances de remporter le Ballon d'Or. Et au final, ça en devient quelque chose de... Une course de popularité plus que de football. D'ailleurs, Léo, est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui, un garçon comme Vinicius, il est un peu perdu, tout simplement parce que l'année dernière, il n'a pas obtenu son Ballon d'Or, si j'ose dire? Je pense que ça peut peser dans une tête, évidemment. Après, est-ce que ça va peser pendant un an? Parce que ça fait quand même maintenant un an que Vinicius... c'est il semble affecté, le garçon. Il revient un peu. Il revient assez bien, ouais. Il a quelques fulgurances, mais il n'a pas retrouvé son niveau pré-Ballon d'Or. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas supprimer le Ballon d'Or. En tout cas, à mon sens. Parce que déjà, c'est une récompense qui tient à cœur des joueurs. Sur ton média Give Me Sport, là, quand vous parlez du Ballon d'Or, est-ce qu'il y a beaucoup de lectures? C'est un sujet qui est forcément... D'ailleurs, on en parle dans toutes les émissions. C'est un sujet que les gens, ils aiment bien le débat. Les gens, on le sait, ils aiment bien avoir des avis, ils aiment bien lire des avis.
Donc oui, évidemment, le Ballon d'Or, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et c'est d'ailleurs l'un de ses problèmes. On parle du côté bling-bling, on parle du côté individuel, mais quand on regarde plus précisément, le problème ne vient pas forcément du Ballon d'Or en lui-même, selon moi, mais de sa médiatisation. Aujourd'hui, dans toutes les émissions, Lucas, tu l'as dit, on en parle dès janvier, on a commencé à en parler là, qui est le favori pour l'année prochaine. Je pense que c'est aussi un problème des médias qui ne font qu'en parler. Aujourd'hui, les joueurs, il ne faut pas penser qu'eux, ils s'en foutent du Ballon d'Or. Hansi Flick l'a dit en conférence de presse, il a dit « Yamal, c'est pas grave si aujourd'hui il ne l'a pas gagné, il en gagnera d'autres. Tout le monde veut en gagner un. » Dembélé, il l'a dit dans son interview France Football aussi post-Ballon d'Or, que lui, c'était quelque chose, c'était un rêve. Et tu trouves pas ça bizarre, tu trouves pas ça malsain? Ça veut dire que les joueurs, en fait, ils partent à la chasse du Ballon d'Or, Pas ils du partir à la chasse. Non, mais c'est dans tous les sports. Non, mais ça. mais il y a un truc, c'est que contractuellement, de plus en plus, il y a des clauses dans les il y a contrats des clauses Ballon d'Or. des joueurs. Pour autant, là où je suis moi d'accord, c'est que le Ballon d'Or, aussi bien dans sa cérémonie que dans son mode d'attribution, nécessite d'être retravaillé. Et pour ça, j'ai réfléchi à quelques petits points. Alors, je ne dis pas que ce sont des points qui peuvent être mis en place, mais ce sont des pistes de réflexion. Déjà, je pense qu'avoir que 3 critères de réflexion, de mise en avant de certains points, c'est pas assez. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas suivi les critères. Je pense, oui, mais parce que ça aussi, c'est un bon truc. Ça permet de montrer que le journaliste, on présente toujours le journaliste comme quelqu'un qui doit être neutre, qui doit être objectif. Plus que neutre. Sauf que le journaliste, avant d'être journaliste, ça reste un humain et qui a ses sensibilités. C'est comme un joueur, on dit il devrait pas agir comme ça. Mais ça reste son travail d'être. Oui, mais ça reste toujours. Quand Vinicius, par exemple, répond à des cris racistes dans un stade, ça peut frustrer sur le moment parce que t'as pas les explications. Tu te dis ah ouais, il doit pas réagir comme ça face à ses adversaires parce que ça vient pas d'eux. Tout ça. Avec tout le respect, Si, aucun rapport. non, parce que ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça reste des humains. Ils ont le droit de craquer à certains moments et de manière légitime. Et ils ont le droit de craquer ou de pas craquer d'ailleurs, d'avoir leurs propres opinions. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, ce que je pense, c'est que déjà, il faut redéfinir les termes du contrat, on pourrait dire. Ne plus avoir que 3 critères principaux, mais par exemple, en compter un de plus sur l'impact réel d'un joueur dans le collectif. Et plus un seul, le premier critère, c'est l'impact, je crois que c'est l'impact individuel du joueur. Impactant et impressionnant. Voilà. impressionnant. Donc quand on parle de ça, on parle surtout des statistiques. On va pas se mentir. Aujourd'hui, d'ailleurs, Du côté spectaculaire. mais aujourd'hui, Dembélé, ça a été le joueur le plus impactant dans un collectif. Donc à ce titre-là, je pense que par exemple, il répond à ce critère. Donc, pour toi, Dembélé, ça a été le joueur le plus impactant dans le collectif? Je pense que le PSG a changé à partir du moment où Dembélé est passé en faux numéro 9. Et donc à partir de là, je pense. C'est le leader de Donc, l'équipe. c'est Il le déclenche leader le joueur. pressing. Donc c'est Luis Enrique le plus impactant sur le collectif? Mais on parle de Qui l'a joueur. Là. remplacé? On parle Il de a été joueur. meilleur coach de l'année lui aussi. Donc, Oui, il a été élu meilleur coach de l'année. C'est pour ça qu'il a eu le Ballon d'Or. Et le PSG a été élu meilleur équipe de l'année. Voilà. Autrement, là où je suis d'accord avec toi, je pense que les journalistes ne devraient pas être les seuls à voter. Mais je pense que les joueurs ne devraient Mais pas dans ces cas, pouvoir qui c'est qui Alors, vote, qui les amis? Je mettrais les entraîneurs, moi. Une partie d'entraîneurs. Je partirais une partie de journalistes, élus selon certains points. ils ont fait- Ok, et la partie d'entraîneur, tu l'as choisi comment? Mais les entraîneurs, Il y aura forcément un conflit d'intérêt. Oui, mais Entre les leurs entraîneurs, joueurs et- il y aura forcément un les conflit d'intérêt. entraîneurs, on n'y pense pas, mais ce sont eux qui regardent le plus de matchs au final. Ou en Non, tout je cas, suis pas sûr. qui Deschamps, des fois, on se demande si ça regarde les Non, matchs. mais ça, c'est différent d'un sélectionneur encore d'un entraîneur. Non, mais Tu vois, Luis du coup, Enrique, non, mais Léo, c'est Léo, pas le même travail. Léo, C'est c'est pas vrai, le même c'est travail. vrai. C'est intéressant ce que Il tu y a un dis, mais conflit d'intérêt évident. Là. qui t'a dit une partie d'entraîneur, une partie de journaliste? Alors Quelle ça, partie c'est pas à moi de d'entraîneur, le quelle partie de définir. journaliste? Parce qu'on définit, moi je suis d'accord avec toi, qu'est-ce qui différencie le 100e au classement FIFA du 101e? Donc ça n'a aucun sens. Qu'est-ce Supprimons qui dit tout ça. Ça n'a aucun Enfin, Non, ça je suis d'accord avec toi, qu'il faut revoir les critères d'attribution et tout ça. Mais par contre, je pense que le Ballon d'Or doit rester quelque Est-ce qu'il ne chose dans faut le pas paysage. finalement qu'on accepte que ce soit juste une parenthèse, on va dire, Mais en fait, la parenthèse, elle d'amusement, prend de trop place, distraction, Manuel. trop de place. tout simplement. Elle prend trop de Bling place, bling, la on parenthèse. accepte, En fait, ça on accepte le côté strass et paillettes. C'est un spectacle comme un autre. Non, non. Mais, Quand voilà. Jean-Pierre Papin recevait son Ballon d'Or chez lui, ça posait de problème à personne. En fait, il ne faut pas sacraliser la chose, je pense. C'était une époque Mais en différente. fait, exactement, c'est une époque différente et on est beaucoup à regretter que le foot soit de plus en plus individualiste, qu'il y ait de moins en moins de collectifs. Et on parlait par exemple de quoi rêvent les jeunes. Est-ce qu'ils rêvent de marquer la finale de Coupe du Monde ou est-ce qu'ils rêvent du Ballon d'Or? Et ben ça, pour moi, c'est un problème. Ça, en fait, ça dénature le football. Et là, vraiment, on est sur un truc qui n'a absolument aucun sens. On débat. Et la question que tu as posée, les jeunes ont dit quoi?
Quel jeune ? Si les jeunes en question. Non, c'est ce qu'on disait. Ouais. Ce qu'on disait aujourd'hui, il y a quoi le Mal rêve des qui jeunes ? rêve de Ballon d'Or. À Ballon l'époque, d'Or et Coupe quand du on lisait des joueurs parler, ils disaient de quoi vous rêvez quand vous étiez jeune. Ils disaient je rêve de marquer en finale de Coupe du Monde, tel but, etc. Et en fait, ça dénature un peu le football, ça dénature l'esprit collectif du jeu. Et en fait, sur le long terme, ça a des conséquences qui sont négatives et qu'on va nous-mêmes regretter parce que les joueurs, ils pensent qu'à eux, ils ont moins d'esprit club, ils vont être plus individualistes, ils vont moins faire la Mais passe. est-ce que sans même le ballon d'or, le foot en lui-même, il n'est pas Mais individualiste si, mais c'est un malgré truc. tout Si, mais c'est un accélérateur de particules, ce genre de choses. Ça participe à ça. C'est même la grande messe, c'est la validation de l'individualisme dans un sport collectif. Donc, il faut arrêter de valider. D'ailleurs, peut-être valider ça. D'ailleurs, cette question a été posée à nos téléspectateurs via notre WhatsApp. On a posé la question aux téléspectateurs s'ils étaient tout simplement pour le fait de voir le ballon d'or disparaître. Je crois qu'il y a eu 68% de non contre 32% de oui, les amis. Franchement, je suis étonné quand même qu'on ait eu 32%. Je pensais qu'on aurait eu un score... oui, beaucoup. Il faut regarder les autres. Les gens sont fatigués. Les gens sont Ce que tu fatigués. viens de dire, ça appuie ton propos de tout à l'heure. C'est est-ce qu'on ne devrait pas faire comme si c'était une parenthèse ? La parenthèse, elle prend trop de place, Malik. On en parle toute l'année. Regarde, l'année dernière, Salah, en novembre, on disait Ballon d'Or. Non mais c'est quoi ça, sérieusement ? Ça prend trop de place, la parenthèse. Donc au bout d'un moment, si c'est une parenthèse comme on le dit, il faut la réduire à l'espace de juste la semaine de la cérémonie. Là, dès le début de la saison, on dit, alors lui, il a marqué 3 buts déjà, peut-être que ce sera le Ballon d'Or. Lui, Mais qui est le 11 Mais Moi, c'est ça que je te pose. Qui est le 11 Les bookmakers. Les bookmakers pour les paris. Il y a déjà des paris sur le Ballon d'Or 2026. les ça bookmakers, s'arrête. J'ai envie de vous poser une autre question, les amis. Est-ce que finalement, le ballon d'or, il n'est pas mis davantage en exergue comme ça, ou en tout cas devient un sujet de discussion, tout simplement quand le ballon d'or lui-même, il ne fait pas l'unanimité? Parce que moi, j'ai vu le ballon d'or de Benzema, par exemple. Oui, j'ai pas eu l'impression que il y a eu vraiment des discussions, se dire il le mérite, il le mérite pas. Le ballon d'or de Rodri, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de mécontentements. Même le dernier de Messi, à part sa Coupe du Monde, il n'avait rien fait de l'année au PSG, il y a eu beaucoup de discussions. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un quand le ballon d'or il se mérite vraiment, est-ce qu'on est là à discuter de ça aujourd'hui? Il misait dans 98, à part sa finale contre le Brésil, il réussit pas grand-chose. Avec la Juve, il échoue en Ligue des Champions. Enfin bref, il y a plein de trucs qui vont pas. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le football, il est de moins en moins accessible. Avant, tu avais Canal+, on va dire, en France, et tu pouvais tout regarder. Aujourd'hui, il y a beaucoup de différents canaux. C'est très compliqué d'avoir accès à tous les sports. Même en Afrique, et c'est très cher. En Afrique, Canal+, Partout. Afrique, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Partout. C'est une galère pour voir Partout. les matchs. À part les gens qui vont compliqué, pirater autrefois, c'est très difficile. Donc en fait, les gens, comme ils ne peuvent plus voir les matchs, ils vont aller voir les highlights et les à côté, les interviews et le ballon d'or. Et en fait, Les résumés. Exactement. Ça participe au folklore du foot, mais en fait, ça dénature. Ce qu'on aime le plus, c'est le jeu. Et moi, c'est ça qui m'embête aussi. Et les gens n'ont plus accès au foot, comme tu le dis, en raison de prix, de plein de choses, mais aussi parce qu'il y a trop de foot. Ah ouais, ça. Moi, il y a des fois des matchs que j'aimerais voir, mais sur lesquels je suis obligé de faire l'impasse parce que d'autres m'intéressent encore plus. Bah, c'est vrai que hier, moi, je regardais la Ligue 1 pendant que vous me parliez du match qui se jouait en Italie. Donc j'ai dû zapper. Après, on s'y perd aussi, les C'est amis. aussi la faute de la Ligue, parce que le match aurait pu être reprogrammé à un autre moment que le Ballon d'Or. Alors ça, c'est un autre débat et je suis pas d'accord. Pour moi, si, parce que le Ballon d'Or, c'était prévu depuis quand même de Oui, mais c'est pas Désiré. officiel le Ballon d'Or. Désiré, le Ballon d'Or, c'était à 23h. Du foot, le Ballon d'Or. C'est pas une date officielle de la FIFA, ça fait c'est pas plaisir comme aux gens une de trêve voir aussi des anciennes internationale. stars, des anciennes légendes, de voir des Gullit, etc. qui font la présentation. Qui fassent des podcasts, Qui fassent des podcasts, ces gens-là, qui fassent des vidéos YouTube. Désiré, il adore le Ballon d'Or. Tu connais ça pas se les voit. avis des gens, justement. Désiré, Sur les réseaux, D'ailleurs, je crois qu'il y a eu 1 milliard de téléspectateurs 1 milliard de téléspectateurs, c'est globaux. Désiré, il adore le Ballon d'Or. Ça veut dire quelque chose. C'est deux fois Moi, moins. j'aime bien le Ballon d'Or. C'est 2 fois moins qu'une finale de Moi, j'aime bien le Ballon d'Or. C'est 2 ou 3 fois moins qu'une finale de Coupe du Monde. On Les va gens veulent voir progresser, du les foot. amis, le temps Quand le file. foot est accessible, les gens regardent du foot et pas des cérémonies à Le 2 temps balles. file, Voilà. Lucas, tu gardes la parole justement, le temps file et comme tu aimes bien parler, on va continuer dans le Ballon d'Or cette fois-ci pour dire que le Ballon d'Or il existe depuis très longtemps en définitive. On va le faire dans ta chronique qui s'appelle Crack Légende. Mon cher Lucas. Oui, alors Malik, aujourd'hui dans Cache Légende, je vais te parler d'un ancien Ballon d'Or, effectivement, le Ballon d'Or 1965. On l'appelle Au Pantera Negra, on l'appelle Au Rei, le roi. C'est Eusebio, vous l'aurez compris, la légende du Benfica Lisbonne. Alors, Eusebio, il est né en 1942 à Maputo, qui est la capitale du Mozambique, et très vite, il se fait un nom sur les terrains de quartier, il est très très fort. À l'âge de 15 ans, il commence à passer des tests et il voulait aller jouer au Deportivo de Lourenço, mais l'entraîneur le juge trop frêle et trop petit, et donc il va jouer au Sporting de Lourenço.
Avec le Sporting de Lorenzo, il cartonne dès l'âge de 15 ans. Il met 67 buts en 42 matchs et il gagne le championnat du Mozambique, notamment en marquant en triplé contre le Deportivo de Lorenzo, qu'il avait recalé. Ce match a pour conséquence notamment de faire virer l'entraîneur qui n'avait pas voulu de lui, mais se pose un problème. En fait, le Deportivo Lorenzo, c'est un club qui est plus ou moins affilié à Benfica, et le Sporting Lorenzo, c'est un club qui est affilié au Sporting Lisbonne. Sauf qu'à l'époque, le Sporting Portugal, c'est un club un petit peu élitiste. Il faut savoir qu'on est sur un contexte colonial avec la Colombie, le Mozambique, pardon, qui est la colonie du Portugal. Et donc, Eusebio, lui, il préfère jouer pour le Benfica, qui est un grand club populaire, plutôt que pour le Sporting, qui est un club plutôt élitiste, on ne va pas dire raciste, mais c'est comme ça que lui le vit un petit peu. Donc, pendant 3 ans, il joue pour le Sporting, mais à 18 ans, quand son contrat se termine, en cachette, il va négocier avec le Benfica pour jouer pour le Benfica Lisbonne. Effectivement, ça ne plaît pas du tout au Sporting Portugal, qui va pendant 6 mois l'empêcher de jouer et va faire tout son possible, tous les recours administratifs possibles pour récupérer le joueur. Finalement, c'est Benfica qui l'emporte et du coup, à l'été 61, il peut débuter. Il commence par un petit match, Coupe du Portugal, contre le club de Setúbal. Il marque un but, mais il rate le pénalty de la qualification qui est arrêté par un certain Félix Mourinho, qui est le père de vous savez qui. Ensuite, la légende commence. Tournoi de Paris en 1961, il joue contre le Santos de Pelé. Ils perdent 6-3, mais il inscrit un triplé. Et Pelé demande, intrigué, mais qui est ce garçon ? Et bien ce garçon, il va enfiler les buts avec le Benfica et il va notamment gagner la Ligue des Champions dès l'année suivante, en 1962, contre le Real de Di Stefano notamment et de Ferenc Puskás. Il gagne 5-3 en finale et Eusebio inscrit un doublé qui est décisif puisque Benfica a été mené pendant le match. S'ensuit à l'été 62 un transfert avorté à la Juventus de Turin, comme 2 ans plus tard avec l'Inter. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le dictateur portugais Salazar considère Eusebio comme un trésor national et il est impossible de s'en séparer. C'est pour ça qu'il va rester 15 saisons au Benfica et qu'à chaque fois qu'il y aura une possibilité de transfert, Salazar va mettre son veto. Et d'ailleurs, en 62, il envoie faire son service militaire. Comme ça, il n'y a pas de négociation, pas de problème, tu n'es plus là. Du coup, je disais 15 ans au Benfica, 11 titres de champion, 5 Coupes du Portugal, une Ligue des Champions, Coupe du Monde, enfin Coupe européenne. Et il remporte 2 souliers d'or, le Ballon d'Or en 65 et surtout, c'est 473 buts en 440 matchs. C'est une machine à marquer, il ne s'arrête jamais. Il est d'une agilité et d'une technique extraordinaire. C'est véritablement, avec Pelé, le meilleur attaquant du monde à cette époque-là. À l'été 66, avec le Portugal, c'est là qu'il va marquer, plus que le Portugal, la planète. Déjà en poule, ils éliminent le Brésil de Pelé, en marquant un doublé pour Eusebio. Ensuite, en quart de finale, il joue la Corée du Nord, qui avait, écoutez-moi bien, sorti l'Italie cette année-là. Et sauf que lui, il leur laisse aucune chance. Il inscrit un quadruplé contre la Corée du Nord. Aucune chance. En demi-finale, ils perdent contre l'Angleterre, le pays hôte, malgré encore une fois un but de Eusebio. Et il marquera encore contre l'URSS dans le match pour la 3e place. C'est à l'époque, pour le petit pays qu'est le Portugal, un énorme exploit, une performance hors du commun. Ensuite, donc c'est des buts et des buts, mais sauf que le football portugais décline un petit peu et le Portugal va échouer à se qualifier pour les Coupes du Monde et 70 et 74. En 75, il se passe autre chose, c'est la révolution des œillets au Portugal. Donc le dictateur Salazar est démis et du coup il y a une ouverture du pays et enfin Eusebio peut quitter le Portugal. Mais il est un petit peu vieux. Donc, il va surtout chercher des contrats lucratifs, parce que comme il le disait, en un an à la Juve ou à l'Inter, il aurait pu gagner autant que la totalité de ce qu'il a gagné en 15 ans au Benfica. Donc là, il ne s'en cache pas, il va aller chercher l'argent, Eusebio. Il va aller aux États-Unis, au Mexique, revenir un petit peu au Portugal. Mais voilà, c'est plus trop ça. Et en 79, il met un terme à sa carrière, parce que ses genoux le font trop souffrir et qu'il n'arrive plus à suivre le rythme. Qu'est-ce qui nous reste de Eusebio ? Eh bien, c'est tout simplement 733 buts en 745 matchs, donc plus que Lewandowski pour le moment. C'est, comme je le disais, une technique et une agilité hors pair. Il y avait tous les stéréotypes, malheureusement, racistes du joueur noir parce qu'il était vraiment animal, c'était vraiment une panthère. Il était plus fort que tout le monde, plus agile, plus puissant, plus technique. C'était un phénomène, Eusebio. Et on peut aussi dire que c'était
On a parlé pour le Ballon d'Or, il y a le fair play qui est important. Et bah, c'était quelqu'un de très très fair play, Eusebio, qui n'hésitait pas à aller voir les gardiens qu'il avait mis en difficulté, même ceux qu'il avait éliminés. On sait que Gordon Banks, le grand gardien anglais, ou Lev Yashin, le gardien soviétique, qui avait arrêté beaucoup de ses tirs, et bah voilà, en fin de match, il est parti les voir et les a félicités pour leur performance. Eusebio, c'était le trésor national du Portugal, à tel point que le pays a décrété 3 jours de deuil national à son décès en 2014. Et à ce sujet, je vais vous lire juste quelques phrases de José Mourinho, qui disait « C'est une des grandes figures du Portugal, un grand seigneur de notre pays. Je pense qu'il est immortel. » Et moi, je pense aussi que Eusebio est immortel. Merci beaucoup Lucas pour cette brillante chronique qui justement fait découvrir Eusebio aux plus jeunes et même aux personnes âgées aussi. Suivez mon regard. Chers amis, tu gardes encore la parole parce qu'il faut qu'on accélère et tu vas nous parler cette fois-ci de 2 joueurs qui ne sont pas encore au niveau de Eusebio. C'est Bukayo Saka et Noni Madueke. C'est dans la chronique. Tu préfères qui ? Mon cher Lucas. Donc je disais justement, Bukayo Saka et Noni Madueke, ils ont beaucoup de points communs. Ils sont tous les deux jeunes, 24 ans et 23 ans pour Madueke. Ils sont gauchers, ils jouent ailier droit, ils sont anglais, d'origine nigériane, et ils évoluent à Arsenal tous les deux, où ils sont d'ailleurs en concurrence. Bukayo Saka, il a 24 ans. C'est déjà 240 matchs avec Arsenal, 245 pour être précis, 246 avec celui d'hier et 71 buts chez les Gunners. Il est formé au club, il a fait absolument toutes les catégories d'âge, il est monté petit à petit et c'est en 2019-2020 qu'il a commencé à éclore en équipe première, mais en tant qu'arrière gauche. Depuis, il est passé, il est droit, c'est on va dire le joueur d'Arsenal le plus régulier depuis 3 ans. Il est aussi très bien installé chez les Free Lions puisqu'il a 44 sélections et 12 buts. Quand il n'est pas blessé, il est absolument incontestable à Arsenal, on peut le dire. Madueke, c'est différent. Madueke, déjà, il est formé chez le rival Oni des Tottenham Hotspurs. À 16 ans, plutôt qu'en voyant que c'était un peu bouche à Tottenham, il est parti au PSV Eindhoven, où il a joué pendant 2 ans et demi. Il était un des meilleurs jeunes du championnat et Chelsea l'a récupéré à l'hiver 2023 pour 35 millions d'euros. À Chelsea, pareil, il n'a pas vraiment été titulaire. Il a alterné le bon et le moins bon. Et il a remporté tout de même la Ligue Conférence l'an dernier et la Coupe du Monde des clubs. Cette année, il a rejoint Arsenal et les 2 joueurs sont en concurrence. Et si je les compare, c'est pas parce que je cherche à savoir qui est meilleur que l'autre forcément, parce que Madueke, c'est un joueur qui dribble, qui provoque beaucoup plus que Saka. Et en fait, c'est un profil qui est assez unique à Arsenal. Vitesse aussi. Beaucoup de vitesse. Et en fait, il provoque. Et Arsenal, on voit de plus en plus un jeu stéréotypé. Un jeu où ils ont du mal à déséquilibrer l'adversaire. Et Saka, il est très très bon. Mais en fait, c'est pas le joueur le plus imprévisible au monde. Et donc, au-delà de dire, est-ce que vous préférez qui ? Est-ce que vous pensez vraiment que Saka est forcément déjà indispensable et est-ce que Arsenal peut se passer de Madueke en voyant les différences qu'il a faites notamment en ce début de saison ? J'aimerais vos avis. En d'autres termes, tu titularises qui dans ton 11, Désiré ? Moi, je titularise forcément Bukayo Saka et je vais faire rentrer en cours de jeu justement Noni Madueke. Parce que comme on l'a dit, il est déséquilibrant. Moi, je l'appelle le funambule parce qu'il aime bien déborder comme ça à la limite. Près de la ligne de touche, tout ça. Exactement. Et donc, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il peut faire la différence. Mais c'est quelqu'un qui... C'est bien de déséquilibrer, de dribbler, mais il faut qu'il par la suite qu'il y ait une dernière passe. Et je trouve qu'il n'a pas des bonnes stats. C'est-à-dire que je ne lui demande pas forcément de marquer, mais au moins qu'il y ait des passes décisives. Bon, pour l'instant, là, c'est 6 matchs avec Arsenal, 0 stats. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je titulariserais plus. Je crois qu'il a une passe D. Mais ouais, c'est que 40 buts en carrière, c'est vrai, c'est pas beaucoup. En tout cas, voilà. Moi, j'ai pas vu... je sais pas c'était quand sa dernière passe décisive, mais en tout cas, avec Arsenal, j'ai pas le souvenir. Et tu parlais de jeu stéréotypé de, par exemple, Bukayo Saka, mais à l'image d'un Arjen Robben, ça passe tout le temps. On connaît l'histoire et on sait comment ça se termine. Voilà. Et toi, Alex ? Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que Désiré vient de dire. On sait comment ça se Tu termine. l'as risqué ? Franchement, moi, ces 2 joueurs, c'est pas mes joueurs préférés, je vais pas mentir, mais je vais rester sur Saka. T'as failli me convaincre à la fin sur Madueke, sur son profil un peu différent, mais en vérité, je reste sur Saka parce qu'il a plus de, on va dire, plus de variantes. Non, même pas de background. De background, voilà, d'expérience dans le haut niveau, dans le très haut niveau. Mais Saka, voilà, l'année dernière, on l'a vu en Ligue des Champions, quand ça commence à augmenter le niveau, il fait très peu de différence. Et pour moi, c'est l'archétype de l'ailier moderne, c'est-à-dire que ça provoque, puis ça finit par une passe en retrait. Je suis un petit peu Donc il y a de sévère. ceux qui pensent qu'il est surcoté. Il frappe pas mal. Surcoté, oui. Ouais, je suis sévère, mais bon. Léo, ton avis, tu l'as risqué ? Moi, je vais aussi aller sur Saka, parce que déjà, je pense que parmi les joueurs anglais, c'est un profil qui est assez rare. Pas en première ligue, mais chez les joueurs anglais.
un joueur déjà qui est très fin techniquement, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas de premier abord ce que tu penserais d'un joueur anglais. C'est quelqu'un qui est capable d'évoluer entre les lignes. On le dit, il repique, il est très à l'aise. Alors oui, il est un petit peu stéréotypé, mais moi je suis d'accord avec Désiré. Pour moi, c'est le joueur que tu dois lancer et ensuite faire rentrer Madueke contre une défense, contre une équipe, contre un bloc même qui est déjà un petit peu emprunté. C'est un joueur qui est déséquilibrant, Madueke. Puis Saka, c'est un joueur, Lucas l'a dit, qui est déjà là depuis 3 saisons et qui est régulier. Madueke, c'est un de ses gros problèmes, c'est qu'il ne l'est pas. Il a aussi été pas mal blessé. Les deux se blessent. Il est actuellement blessé là encore. Comment ? Il est blessé là encore. ouais. Donc moi, Madueke, j'aime bien le profil déséquilibrant, le profil un peu foufou. Alors il manque un petit peu de stats, mais c'est pas toujours ce que j'attends d'un ailier, puisque les ailiers, ils ont différents profils, évidemment. Mais je pense que pour la régularité, la connaissance du haut niveau, ce qu'il a prouvé et son profil, Saka me paraît au-dessus et titulaire de mon 11. Merci Léo, justement. En fait, il faudrait on va espérer partir que les deux ne se blessent rapidement pas. Désiré. On va Il faudrait boucler. juste espérer que les deux ne se blessent pas au même moment du coup. Là, ce qui est bien, c'est qu'au Là, moins c'est qu'il y en a un qui l'inverse, revient, l'autre se reblesse. Mais est-ce que quand tu vois la faiblesse du côté gauche, Lucas, avec il faut qu'on Martinelli qui est avance, pas bon justement. et Lucas, il Ezek qui a faut du qu'on mal. avance. Oui, c'est léger, je suis Saka d'accord. peut jouer à gauche aussi. On a le journal, Peut-être on a les le- deux ensemble. Vas-y. On a Respectez-moi les un petit infos, peu, s'il on vous a plaît. les infos à venir justement parce que Alex a préparé justement Et oui. des événements foot à ne surtout pas manquer dès la semaine prochaine et ça se passe dans le prochain contrôle. Alex, on a quoi comme rendez-vous là? On a quoi comme rendez-vous? Semaine européenne, Malik, comme vous le savez tous. Ligue des Champions mardi et mercredi. Et quelques grosses affiches, notamment FC Barcelone, Paris Saint-Germain ce mercredi. Un petit pronostic, je vais vous demander rapidement un petit pronostic. Il y a trop de blessés de part et d'autre. C'est ça le problème. C'est vrai. C'est ça le problème. Match c'est que ça nul, peut allez. donner l'affiche, mais comme Match c'est nul. Non, mouille-toi un peu, Malik. comme c'est- Match nul? comme c'est à Barcelone, on va dire allez, but de Yamal, on va dire 1-0. Moi je dis match nul. De partout. Malik demande toujours de trancher. Je vois qu'il ne le fait Mais pas. j'ai tranché de partout. Moi, je vais trancher. Je vais dire que le Barça va l'emporter parce que aussi le PSG, effectivement. Mais si je gagne lundi prochain, on dit quoi là? J'ai dit de partout. Moi. Et moi, je dis, Je te dis bravo, mais c'était pas assez tranché. moi, je dis, avec ou sans les blessés, Paris va gagner 2-1 à Barcelone. Bon, allez, on enchaîne. Marseille-Ajax, pareil, un petit pronostic rapide. Ça, Marseille c'est- 3-0. C'est Marseille mardi. 3-0 pour moi. Ajax est en difficulté. Marseille 3-0 3-0 pour Marseille. L'OM à domicile devant 64 000 personnes face à un Ajax un petit peu dérouté. C'est pas génial. Je pense que Marseille va l'emporter. Te justifie pas, dis juste le score. Marseille va l'emporter 3-1. 3-1. Victoire 2-0, 100% de victoire au Vélodrome cette saison. 2-1 pour Marseille, mais très difficile. Pourquoi 2-1 à Malik? Je sais pas, comme ça. Comme ça. C'est une intuition. Et juste pour terminer, Monaco City. 4-0 pour City. Oh là. Monaco, je n'y crois plus. C'est Je pense Monaco que City, City vont hein. lâcher, là. Monaco, c'est donc ça Louis II. 0-4. C'est à Louis De toute façon, à II. Louis II, 0-4. ça change rien. City est en train de revenir bien là. 0-4 pour City. Bah, je pense pas loin. Hein. Bon, on va dire 1-5. Ok. J'irai peut-être plus loin, le 0-5. Ça sent la petite manita. à Oh, ils l'extérieur. vont marquer un but les Monégasques, mais ils vont s'incliner 4-1. Peut-être contre leur camp. Non, il y aura défaite 4-1. C'est ok, merci à vous messieurs. Sinon jeudi Europa League, donc on a Lille qui se déplace à Rome, Nice qui va à Fenerbahçe, je crains le pire pour Nice, et on a Lyon qui reçoit Salzbourg. Léo, peut-être pour Lyon. Bah, contre Salzbourg. sur la dynamique et même l'écart de niveau, je pense que le 1-0 pour Lyon ne me paraît pas fou, quoi. Mais moi, je vois un nul, hein. Pareil. Genre 1-1, quoi. Ok. Et sinon en Conférence League, on a Strasbourg qui va au, Ah oui, au l'entrée en lice. Sylvain J'ai hâte de Bratislava. voir ce que va faire Strasbourg. J'ai hâte de voir aussi ce que va faire Strasbourg, mais c'est jamais évident de se déplacer là-bas. Mega est blessé. Bratislava, Mega est Mega est blessé. blessé, il s'est Donc, blessé c'est ce un week-end. gros- C'est à la un gros Méno manquant. Non, c'est là-bas. Bratislava. Ah, ça Ça va être change simple tout. alors. Ça va Ça pas être change simple. Après, remarque, j'ai envie de te dire, en ce moment, On jouer a à la fini Méno, c'est pas non plus. Il y aura match nul. Sinon, Bon. juste ce week-end rapidement, on a 5 grosses affiches européennes. On a Chelsea, Liverpool, Lille, Paris Saint-Germain, Milan, Juventus, Galatasaray, Beşiktaş et Porto, Benfica. Des gros derbies. Avant de terminer, j'ai oublié de vous dire ça dans Foot Panorama, Gianni Infantino est en train d'étudier, je ne sais pas si vous l'avez vu, une nouvelle formule Coupe du Monde pour 2030 à 64 équipes. On aura le temps d'en parler À 128 la dans prochaine fois. d'autres Après émissions, 128, restez c'est branchés. Mais 64 équipes, ça risque de faire 128 pour débat. 2034. Allez. Merci Alex en tout cas. Merci d'avoir été là les amis. Hein, Lucas, Merci à toi. Léo, Désiré, Merci. bienvenue à toi. Bienvenue, et puis Alex, merci. merci aussi à toi. On va remercier Romain à la réalisation et puis on va se donner rendez-vous lundi prochain pour un autre Afrofoot. Salut. Salut.